Et Samuel Tess, qui est donc équipe au complet de Petite Nature. Alors, première question à Samuel. En présentant, puisqu'on avait déjà fait ce débat la semaine dernière, j'ai un peu varié, et je ne sais pas, vous allez me dire si je me trompe. Je présentais Petite Nature un peu comme un préquel à Party Girl, c'est-à-dire quelque chose enfin, un sujet personnel qui s'est passé avant, puisque Party Girl, vous suiviez votre mère, enfin l'histoire de votre mère, là c'est quelque chose qui est donc autobiographique et qui était avant. Donc, est-ce que je me trompe? Non. Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'en tout cas on peut le voir comme ça. Il y a une filiation entre les deux films, on retrouve un peu les mêmes personnages. Il y a cette figure de la mère qui est sensiblement la même. J'aime bien imaginer aussi que les films dialoguent un peu entre eux. C'est-à-dire que Party Girl, c'était vraiment le récit aussi d'une femme qui avait du mal en fait à rentrer dans la société, et Petite Nature, c'est un peu l'inverse, c'est l'histoire d'un garçon qui fait tout pour y entrer, au contraire. Et donc, le Party Girl, on va partir sur cet axe. Party Girl était co-signé à 3, vous étiez à 3, donc là vous vous êtes lancé seul au scénario et à la réalisation. C'était une volonté d'être seul, ou parce que être à 3 c'est compliqué pour faire des films? Non, en fait on a fait ce premier film à 3, c'est vrai que c'était un peu un concours de circonstances qui correspondait aussi je pense à un âge et aussi à un état des relations qu'on entretenait les uns avec les autres. On avait envie aussi de défendre un geste qui était un geste collectif. Ça restait quand même après une entreprise familiale au sens large, puisque j'invitais ma famille à l'intérieur, je le faisais avec mes amis, avec quelque chose qui restait quand même très en famille, quoi. Après, pourquoi je décide de le faire seul? Parce que aussi on n'a pas toujours les mêmes désirs d'histoire, et que je pense qu'on avait besoin de défusionner aussi. On aime bien imaginer, on raconte souvent comme ça, on aime bien imaginer qu'on fonctionnait un peu comme un groupe, et que voilà, le groupe a splitté. On fait chacun nos carrières en solo, maintenant on tente un peu. Peut-être qu'on se reformera plus tard. Voilà. En tout cas, on est toujours, on reste assez proches, et on a toujours un œil sur le projet En tout cas, ce qui est certain, c'est que, enfin, vous le dites et vous le revendiquez d'ailleurs, c'est tourner à Forbach, filmer des gens qui sont peu filmés, enfin, en tout cas des situations qui sont peu filmées, et des visages, et même une parole avec un très fort accent qu'on voit peu au cinéma, et ça vous y êtes très attaché. Oui, c'est-à-dire que, enfin voilà, moi je fais aussi à travers ces récits le portrait d'un milieu social, voilà, des classes populaires, et moi j'ai le sentiment en fait que ce sont des gens qui ont tendance à disparaître un petit peu aussi du paysage médiatique déjà, mais aussi cinématographique. Je veux dire, il y a eu une grande tradition, que ce soit dans le cinéma français ou le cinéma néo-réaliste italien, qui prenait en charge aussi comme ça un discours sur les classes populaires et sur le monde ouvrier. Et voilà, je pense que c'est un monde aussi qui a éclaté, qu'on a fait éclater. Je pense que c'est quelque chose qui fait moins corps aujourd'hui, parce que aussi une précarité de l'emploi, quelque chose qui fait aussi que les communautés sont peut-être plus petites, plus refermées sur elles-mêmes. Voilà. Donc il y a moins de syndicats, les gens vont moins voter, je sais pas, peut-être que ça y participe. Mais du coup, pour moi c'était important aussi de retrouver un peu ces personnages-là, de les porter à l'écran. Donc filmer aussi des gens de la région, ça faisait partie du projet au départ, de faire tout le casting là-bas. Casting là-bas, et notamment le personnage de Johnny. Enfin, c'est le point de départ, c'est le premier axe de recherche. C'est ce jeune acteur qu'il faut trouver, ou est-ce que déjà... Non, on pourrait penser qu'il nous faut absolument l'acteur principal, parce que sinon on n'a pas de film, c'est vrai. Mais on n'est pas procédé comme ça. En fait, on a commencé d'abord, enfin, au départ, je me suis dit, je fais tout le casting local là-bas. Et puis je me suis dit, bon, les trajectoires sont complexes, j'avais jamais travaillé avec d'enfants, et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant aussi d'avoir un allié avec moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai imaginé que pour le rôle du prof, j'allais prendre un acteur pro.
Et c'est comme ça qu'au départ, j'ai commencé à chercher l'acteur à Paris qui jouerait Adamski. Et je me suis posé très vite la question, si je prends un acteur pro pour jouer Adamski, qui est-ce que je prends pour jouer sa compagne? Donc assez vite, on s'est dit avec Caroline qu'on allait caster un duo d'acteurs. Voilà. Et on cherchait un peu l'âge de l'acteur pour incarner Adamski. J'étais pas tout à fait sûr. Et assez vite, avec les essais, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit jeune. Et c'est comme ça qu'Antoine s'est imposé, parce qu'Antoine, moi je l'avais vu déjà dans des films, j'aimais beaucoup cet acteur, on s'était rencontrés aussi dans la vie à l'occasion d'avant-premières, d'amis qu'on a en commun aussi. Et voilà, donc il s'est assez vite imposé. Et après, avec Antoine, je me suis dit avec qui ça peut fonctionner, parce que c'est pas évident en fait de fabriquer un couple de fiction. Il y a des actrices, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais il y a quelques actrices qui sont de superbes actrices, mais associées à Antoine, il y avait quelque chose qui faisait plus frère et sœur. Et Isia Higelin, pareil, a imposé quelque chose, c'est qu'elle amenait aussi de la sexualité dans le couple. Voilà. Et ça m'a plu beaucoup. Mais c'est vrai. Et surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait quelque chose aussi d'un peu inversé dans la représentation de genre. C'est-à-dire que Antoine a quelque chose d'assez féminin, enfin, en tout cas de quelque chose d'un peu volubile, cérébral, articulé, mais pas forcément ancré. Là où Isia, elle est beaucoup plus dans le sol, quoi. Elle a quelque chose ouais, elle a une énergie comme ça qui est aussi un peu conquérante. Elle est un peu masculine aussi. Et je trouvais que ce duo, du coup aussi, pour moi, il était intéressant parce qu'il était aussi moderne. Antoine, vous pouvez nous dire que votre impression, enfin votre réflexion par rapport à la lecture du scénario sur ce sujet qui est pas simple. Enfin, comment vous avez réagi à la première lecture du scénario? Donc, moi je joue le prof pour l'instant. Je suis désolé, depuis tout à l'heure je me dis mais quel groupe de musique vous interprétez? Je sais pas entre les Daft Punk et ABBA. Et vraiment je me plais à imaginer ça. Moi quand j'ai lu le scénario j'étais hyper... c'est-à-dire que j'avais vu Party Girl, donc je savais ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma de Samuel, c'est qu'il y a un regard... bon, je viens de Lorraine aussi, donc déjà j'ai un plaisir à retrouver cet accent, etc. Mais il y a un regard que je trouve pas surplombant, c'est-à-dire que souvent dans les parcours de transfuges, il reste une colère ou une colère vis-à-vis du milieu duquel on vient. Alors que ce que je trouve assez beau dans la façon dont Samuel en parle, c'est que il y a vraiment un désir de partir, mais il y a de l'amour pour les gens dont il est issu. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le milieu d'origine et le milieu d'arrivée. Et ça, je trouve ça assez précieux. Donc, en vrai, quand je savais que Samuel, on devait se rencontrer, j'avais aucune hésitation, parce que j'avais vu Party Girl et que j'étais fan. Après, c'est plus, dans Party Girl, je voyais bien l'enjeu, c'est justement de ne pas être en décalage. Si on commence à faire un numéro un peu virtuose, un petit peu genre, qu'on voit une technique, qu'on voit quelque chose un peu trop préparé, par rapport à des gens qui ont une véracité beaucoup plus grande, je trouve qu'eux étaient en pression. Ils n'arrêtaient pas de dire, ah oui, mais toi, t'es acteur, donc ils se mettaient une pression par rapport à moi, alors que moi je me mettais une énorme pression en me disant mais moi si on me voit jouer par rapport à eux c'est mauvais quoi. Donc après on était un peu protégés du fait qu'on n'est pas des mêmes milieux et que justement nous on vient de Villeurbanne, donc il y a un regard sur nous, il y a une altérité entre nous et eux, on vient d'ailleurs quoi, et il y a deux milieux sociaux qui se regardent, donc on était un peu protégés par ça, mais c'était quand même un bon petit challenge. Je reviens au casting de Johnny, enfin d'Alyosha. Hein. Comment ça se passe? Comment on arrive à trouver un jeune acteur aussi juste, aussi lumineux? Puisqu'il a 10 ans, au moment du tournage, comment ça se passe avec ses parents? Puisque forcément ça demande sur un sujet qui est, je rappelle, pas si simple ça pour les parents. Comment ça se passe là? Oui, c'est vrai que quand on part en casting et qu'on cherche un acteur pour interpréter ce genre de rôle, il faut un peu avoir la foi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va en voir beaucoup, on sait qu'il peut arriver tôt au moment du casting, comme il peut arriver tard, mais il faut y croire.
Et il y a des moments où on désespère un petit peu. Mais on a tenu. Et moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, souvent qui étaient là pour les mauvaises raisons, souvent un peu poussés par les parents. Donc ça, c'était important aussi de le déceler, de sentir que l'enfant avait aussi un désir réel de jouer, de participer à cette aventure, d'un tournage, voilà, qu'il ait vraiment conscience de ce que ça veut dire. Et il fallait que je trouve un enfant aussi mature, parce que, et déjà un peu habité par les questions qui sont celles du film. Parce qu'il était en aucun cas question pour moi de bousculer un enfant, ou de le précipiter dans des questions pour lesquelles il n'était pas encore prêt. Voilà, ça c'était important. Donc j'ai fait aussi un tri par rapport à ça. Le casting, on l'a fait par étapes, c'est-à-dire qu'on a d'abord mis des annonces un peu partout, et puis quand on n'arrivait pas à toucher suffisamment notre cible avec des annonces, on faisait les marchés, les sorties d'école, les cours de danse, les cours de sport, enfin tout un tas de choses. Et puis la première étape de casting était un entretien, souvent en groupe. Parce que c'est une manière beaucoup plus simple pour les gens qui n'ont jamais fait ça, aussi de se livrer, de se sentir peut-être un peu moins ausculté ou en tout cas scanné par une caméra qui est braquée sur eux, et quelque chose en fait d'une conversation qui a lieu et qui circule comme ça, et c'est assez intéressant. Et ça permet de les regarder aussi, et de les voir. Et Alyosha, ce qui était assez étonnant, c'est ce qui m'a plu très vite chez lui, d'abord il a une cinégénie qui, voilà, ça, c'est une chose qui reste un mystère, hein, mais c'est-à-dire qu'on le filme et puis il se passe déjà quelque chose rien qu'en posant une caméra, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant chez lui, c'est le contraste entre son apparence, qui est comme ça angélique, qui est un peu fluette, voilà, c'est un petit gabarit, il n'est pas très costaud, il a ses cheveux longs, cette peau diaphane, et en même temps, il a une force et une présence comme ça, quelque chose en fait qui est quand même assez saisissant. Donc ce contraste-là, pour moi, était déjà intéressant et créait déjà du cinéma. Et après, je le dis souvent parce que c'est vrai, pour ce genre de film, le casting d'un enfant, c'est aussi le casting de parents. Parce que il faut que tout le monde soit OK et clair avec ce que le film va raconter et que tout le monde s'engage aussi, qu'on ait un contrat moral tous ensemble, voilà, sur l'objet qu'on va fabriquer ensemble. Qu'il y ait des moments où on va avoir un peu peur, c'est normal, et qu'il faut avoir conscience aussi, ce que je leur disais très tôt, c'est que le film va sortir sur des écrans, que en fait les gens vont le voir, que ça veut dire que ses camarades de classe vont le voir, que sa famille, ses voisins, son environnement, voilà, il faut assumer aussi derrière d'interpréter un rôle comme celui-là. Et il a pris un temps quand même pour réfléchir. Et au bout de 3 jours, on a eu un appel Skype et il m'a dit, il avait 11 ans, hein, j'étais toujours c'est très émouvant quand même quand j'y repense. Et du haut de ses 11 ans, il m'a appelé par Skype et il m'a dit j'ai réfléchi et j'ai très envie de le faire. Voilà, je pense que c'est important de le faire. J'aime ce que défend le film. Et c'est vrai que même dans le travail que j'ai eu avec lui après, il y a quelque chose où j'avais affaire à un collaborateur artistique de 11 ans, certes, mais quand même c'est un collaborateur au même titre que les adultes, quoi. Il y a un micro à chef, si vous voulez, voilà. On va vous l'amener. Il faut le passer du coup. Ouais, si, merci. Bonjour, ma question sera peut-être maladroite. Donc déjà, j'ai vu votre film il y a 2 jours et je suis revenu aujourd'hui parce que... Merci. Quand j'avais 10 ans, je me suis beaucoup reconnu dans l'enfant du film. Parce que j'ai vécu quelque part une histoire comme ça, avec un enseignant. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas du... L'enseignant n'était pas propre, sain, dans le film. Donc ma question va être un petit peu maladroite peut-être, mais on entend souvent les pédophiles expliquer que leur acte n'est pas si grave, parce que il y a... c'est l'enfant qui provoque, c'est l'enfant qui est charmé. C'était mon cas. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un risque que les pédophiles se disent ben vous voyez, quelque part, c'est vrai, on a parfois des enfants qui provoquent et donc ça atténue nos méfaits.
voyez, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, je sais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que j'ai une expérience qui est un peu similaire à la vôtre. C'est-à-dire que moi aussi, dans la réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme dans les films. Mais après, ce qui est intéressant quand on décide de porter ça à l'écran, c'est de se poser la question justement de la responsabilité qu'on a aussi, d'emmener un récit comme celui-là. Et aussi, qu'est-ce qu'on cherche à en dire. Et je pense que pour moi, ce qui était important, pour ne pas me tromper de sujet avec ce film, puisque le film parle de l'éveil d'un jeune garçon, et du trouble, de la confusion aussi que ça crée chez lui quand tout à coup il a accès à un autre monde, qu'il est stimulé intellectuellement, que tout à coup il y a aussi ce repère, c'est-à-dire que cette relation aussi au mentor, au maître, quelque chose qui pour un enfant est forcément confusant, je pense parfois même pour des adultes ça l'est, c'est-à-dire quelqu'un qui est en position supérieur, si vous voulez, quelqu'un qui possède en fait un savoir qu'il vous transmet, il y a quelque chose qui est à l'œuvre de toute façon de l'ordre du transfert. C'est normal, je pense. Maintenant, ce qui était important pour moi, c'était que l'adulte soit à une place morale irréprochable, justement. Et je pense pour sublimer un peu, je pense, le réel aussi que moi j'ai vécu, pour peut-être remettre les choses un peu en place, à la bonne place. Et je pense que, par exemple, si des pédocriminels voient le film et se disent bah oui, l'enfant peut avoir du désir, je pense que ça, on ne l'apprend pas, que des enfants peuvent avoir du désir, peuvent être désirants. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est aussi la leçon qu'un adulte qui serait un peu tenté de se justifier avec ça, de voir en fait quelle est la bonne réaction à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de place pour le trouble, pour l'ambiguïté. Aucune. Ça ne veut pas dire que l'instit dans mon film a une réaction exemplaire. Ça n'empêche pas la peur, ça n'empêche pas la panique. C'est-à-dire qu'il sait aussi, et c'est ça qui m'intéressait dans l'écriture du scénario, je l'ai un peu écrite comme en le construisant comme un quiproquo. C'est-à-dire que les intentions sont bonnes chez tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, il y a des fautes, il y a des erreurs. C'est-à-dire qu'un enseignant ne doit pas sortir du cadre circonscrit de l'école. C'est ce qu'on leur apprend. Et en même temps, on leur apprend pas tant que ça. Mais c'est-à-dire c'est ce qu'ils apprennent avec l'expérience. Il est jeune aussi. Et puis il est poussé aussi par sa compagne qui, elle, en plus, incarne autre chose. Elle incarne le monde de la culture qui pense encore un peu autrement. C'est-à-dire que les gens de la culture pensent aussi que c'est important de créer des passerelles, de parfois entrer par effraction aussi dans les univers de gens qui sont dépossédés de culture, qu'il faut les emmener, qu'il faut les prendre en charge. Donc en fait, ça m'intéressait aussi en fait ce double langage et aussi cette jeunesse et ces erreurs qui sont des erreurs de jeunesse parce que ce sont des personnages jeunes tous. La mère aussi par exemple, c'est quelqu'un qui est jeune. Voilà, donc j'ai le sentiment que ce qui était intéressant, c'est que ces faux pas, qui au départ partent de bonnes intentions, se referment en fait à un moment donné comme un piège. Voilà. Et je me suis dit, quelle serait la pire situation aujourd'hui pour un prof à vivre avec son élève? Ce serait celle-là, et de se retrouver enfermé chez lui, en plein jour, avec un enfant qui tout à coup se déclare de la manière dont il se déclare. Après, sur la question du désir chez l'enfant, c'est pareil, c'est quelque chose avec... j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, savoir comment aborder cette chose-là aussi à l'image, comment la mettre en scène, par quelle scène d'ailleurs, quelle séquence. Je me suis dit, c'est important de montrer que le désir, il est multiple. C'est-à-dire qu'on ne répondra pas au mystère du désir. Mais ce qui est important, c'est de donner des pistes d'interprétation possibles. Et je pense que Adamski représente pour cet enfant à la fois un père qu'il n'a pas, qui est absent, un père idéalisé, mais aussi une projection de lui-même, peut-être comme il aurait envie de se voir, lui, plus tard. Pardon ? Oui, je dirais un repère masculin. Oui, un repère masculin. Il était quand même angélique, faut lui dire à un âge où on l'est, parce qu'il avait plus le visage féminin que masculin à lui, et ses cheveux longs et ses cheveux longs ondulés, il avait tout le personnage assez féminin, un quiproquo. Sa mère, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mari en fait.
Et puis elle a une situation qui quand même est un peu grave socialement. Précaire, ouais. Ouais, très précaire. Donc l'enfant, il avait besoin de repères, il a besoin de repères et masculin et féminin. Moi je ne dirais pas que ça tourne autour d'un style, pas du tout. Je pense qu'il avait un repère d'adulte, qu'il voulait un repère d'adulte. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'il manquait d'une figure masculine. De parents. Et de parents. Et c'est vrai que quand ils ne sont pas là, parce qu'en fait, souvent, quand les parents sont défaillants, ou quand ils sont tout simplement absents, on se trouve des substituts quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on va les chercher ailleurs. Ça peut être un prof, ça peut être un grand frère, ça peut être un oncle, ça peut être un voisin. Mais on les trouve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand même, je pense, parce que ce qui est au cœur de l'enfance, c'est la question de l'apprentissage. C'est le processus de l'enfance, ce n'est que ça, de l'apprentissage. Et que la question de l'apprentissage, cette dialectique, cette relation de maître à élève, aussi. Et donc, on ne peut pas la débarrasser d'affect. Il faut qu'on ait envie pour se dépasser, il faut qu'on ait envie de plaire, il faut qu'on se sente regardé, il faut qu'on se sente vu, il faut qu'on se sente aimé. Sinon pourquoi en fait? Et donc effectivement c'est un peu tout ça qui a lieu. Voilà, donc je pense que, en tout cas sur la question morale, alors, sans être moralisateur, parce que je pense que le film ne l'est pas, mais sur la question morale, je pense qu'il est quand même, il n'est pas attaquable le film. On va vous donner le micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Merci. Une situation normale, parce que moi je connais des collègues de bureau qui sont divorcés et qui ont des enfants, et ben elles ne savent pas comment gérer les enfants à partir de 10 ans. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que quand soi-même on n'est pas passé par une épreuve, on ne peut pas se rendre compte de son enfant, ce qui peut arriver. Or, cette femme-là, aussi belle soit-elle, parce que c'est vrai qu'elle est pas mal, comme elle a les yeux étirés, elle est comme jolie comme femme, mais elle est complètement pétée. Je veux dire, non, mais elle n'a aucune relation avec son fils, rien du tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On va laisser Samuel répondre par rapport. Alors, sur le personnage de la mère, ce qui est important, c'est que le film raconte aussi comment ce garçon va devoir défusionner un peu avec sa mère aussi, pour pouvoir justement penser à lui et pour pouvoir aussi prendre une décision pour lui. Cette mère, elle est très entravée, c'est vrai, elle a beaucoup de problèmes, elle est jeune, elle est irresponsable, elle est parfois égoïste avec son plaisir, elle est un peu portée sur la bouteille, c'est vrai. Mais il faut quand même imaginer aussi que voilà, c'est pas simple d'être jeune, seul, à élever 3 enfants, à essayer de travailler en même temps, voilà. Et donc cette femme, même si elle a des endroits où elle est un peu défaillante, elle a quand même, je trouve, elle donne l'essentiel à ses enfants, c'est qu'elle leur donne de l'amour, elle leur donne de la tendresse, et que ça, je pense qu'en fait, on voit bien que cette femme, elle est intelligente. Elle sent des choses, elle voit des choses. Il y a des moments où, en fait, elle nous surprend aussi. En tout cas, pour moi, c'était important de la nuancer et de montrer que, justement, ce n'est pas juste une marâtre ou une mère-fille qui serait totalement irresponsable. Moi, je trouve qu'il y a une très belle scène qui définit bien tous les personnages. Enfin, c'est la scène où Alyosha, Johnny, envoie balader tout le monde la scène du repas, là, où il dit je mange de la merde, enfin c'est pas ce qui se passe, c'est terrible, et on comprend que la mère finalement elle est presque en phase avec lui, enfin je dis pas qu'elle a conscience de ses difficultés et qu'elle est plus subtile que dans le rapport conflictuel, enfin on voit bien sur son visage qu'elle comprend et qu'elle en souffre aussi. Ouais. Bien sûr, parce que je pense en fait que le film c'est aussi un film sur le courage. Mais sur le courage aussi d'aller vers ce qu'on désire et aussi de se l'autoriser, cette chose-là. Et je pense que la mère, effectivement, est quelque chose d'un peu résigné. C'est-à-dire, mais qui correspond aussi à un milieu social. Il faut quand même imaginer que le mépris de classe est très intégré par les classes sociales aussi. C'est-à-dire que les classes populaires, les gens qui vivent dans des milieux précaires, souvent se disent, et elle le dit à plusieurs moments dans le film, elle le dit au prof quand elle lui dit ne lui mettez pas des choses dans la tête parce qu'il va se mettre à se raconter des histoires. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas possibles pour nous.
Ça, c'est déjà une manière, en fait, d'intégrer le mépris de classe et de se dire, voilà, nous, on est une place, et il ne faut pas essayer de bouger de cette place. Mais peut-être que pour elle, les choses sont déjà... Enfin, les jeux sont faits, j'ai envie de dire. Et que, justement, dans cette scène du faux coca, il y a aussi quelque chose que je trouve très beau, c'est que, justement, il n'y a pas d'escalade de violence, c'est entendu. Et c'est ça qui est fort aussi, je pense, et poignant, c'est qu'à un moment donné, il leur jette quelque chose à la figure de manière pas forcément en plus... comment ? Constructive, oui. Mais surtout pas forcément de manière juste non plus, c'est-à-dire qu'il se sert aussi... Il crache aussi son dépit amoureux à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un peu un rejet de tout, quoi. Et donc il est un peu injuste avec eux aussi à ce moment-là. Mais dans le fond de ce qui est dit, il y a quelque chose qui est entendu. Et ça, c'est terrible. C'est parce qu'elle le connaît, son fils aussi, mine de rien. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, oui. Et par exemple, la question aussi, elle sent à un moment donné que son fils commence à lui échapper. Son fils tient la maison, c'est un rôle important aussi, c'est-à-dire que voilà, elle a une relation très particulière avec lui. Et je veux dire, quand elle le sent s'éloigner et être attirée par autre chose et qu'elle sent que quelque chose a lieu, elle le voit, elle le jalouse peut-être même à un moment. Mais elle finit par accepter et le laisser. Elle le laisse aller au musée. Ou la scène du costume. Oui, c'est ça, la scène où elle le laisse aller au musée, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors justement, en fait, je voulais vous poser une question par rapport... Merci d'abord pour ce film qui est vraiment magnifique, très très beau, très, très simple et en même temps très juste. Je voulais vous poser une question concernant cet enfant. Comment il s'est récupéré, ce film? Parce qu'on dit toujours d'un acteur, quand il fait des rôles complètement fous, comment il se récupère. Mais cet enfant, je veux dire, vous avez encore des liens avec lui Bien sûr. Je réponds, Caroline. Oui, peut-être, ouais. Oui, en fait, c'est vrai que dès le départ, comme le disait Samuel, on a aussi fait un casting, enfin, évidemment, on a fait un casting d'enfants, mais aussi de parents. Donc, moi, par exemple, très vite, je suis allée seule voir les parents d'Alyosha, aussi pour voilà, leur présenter le projet, écouter ce qu'ils avaient à dire et les rassurer d'une certaine manière en leur disant que moi-même, je suis mère d'enfants d'à peu près ces âges-là, et qu'on serait là, et on serait là pas seulement le temps du tournage, mais évidemment après. Et il se trouve que voilà, donc on a proposé un certain nombre d'outils. Enfin, je voulais les rassurer aussi sur la scolarité d'Alyosha pendant le tournage, parce que c'était un tournage assez long. Il rentrait en 5e, donc il a fait 2 semaines de cours, puis voilà, on a tourné pendant 45 jours, et donc il avait une prof qui venait tous les jours, normal. Et puis il se trouve qu'après, en plus, il est retourné à l'école. Il a eu un suivi psychologique. Moi, j'avais proposé aux parents qu'il voit il voit une psy. Donc, je crois qu'il a fait quelques rendez-vous. Je n'ai pas trop suivi le nombre de rendez-vous, mais voilà, il a vu quelqu'un, parce qu'en effet, ça n'a pas été tout de suite, mais juste quelques semaines plus tard, c'était compliqué, parce que pour lui, c'était aussi très... mais pas il n'y a pas que le rôle, en fait, c'est aussi l'aventure, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est entouré d'adultes. C'est un enfant qui adore être entouré par les adultes, qui adore être au centre, et là, il était complètement, puis après, il retourne à l'école, et puis il est plus au centre, enfin, je veux dire, il retourne dans sa vie d'enfant, et c'est très bien. Donc, il y avait surtout, en fait, ça, c'est comment gérer ce passage de ce moment très fort à, voilà. Et puis après, il y a eu quand même le confinement. Donc en fait, il a passé quelques semaines à l'école, et puis ensuite il a été confiné. Lui, il dit que ça a été, en fait, ça l'a un peu sauvé, parce que d'une certaine manière, voilà, il s'est retrouvé aussi à la maison. Il n'avait pas à gérer le quotidien de l'école, et donc il a, voilà. Mais c'est quand même un moment qui a été compliqué pour tout le monde, et voilà. Mais ça voulait aussi dire que du coup, nous, ça reportait le moment de la sortie du film, qui est un peu le but. Enfin, je veux dire, le moment qu'on attendait tous. Et Alyosha évidemment en particulier. Donc il se trouve qu'on a dû attendre une année supplémentaire pour présenter le film à Cannes. Donc en fait il a attendu 2 ans. Donc c'est vrai qu'il a eu le temps de se remettre dans sa vie. Il se trouve qu'en plus c'est un enfant qui fait une école, enfin qui fait beaucoup de danse. Donc il a un programme adapté à sa pratique de la danse, et voilà, donc il a repris tout ça, et puis après voilà, le film est sorti. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est plus la mise en lumière, en fait, enfin qui est compliqué, à la fois très narcissisant et exaltant pour lui de se retrouver à faire des interviews. En plus, comme il s'exprime très bien, c'était
il a été très demandé, donc il a fait des plateaux de télé, il a fait des radios, etc. Mais c'est aussi un enfant extrêmement articulé, c'est-à-dire que, on en parlait, la maturité d'Alyosha, elle est assez folle. Donc en fait, il n'y avait pas de... j'ai pas l'impression qu'il y a... En fait, comme disait Samuel, les choses étaient dites et très bien intégrées par Alyosha. On ne l'a pas manipulé à aucun moment. Et je pense que dès qu'on entend Alyosha parler dans une interview, on comprend très bien qu'il a tout compris, quoi. Il avait tout compris à l'époque et il a encore, voilà, de son personnage et de ce qu'il défendait. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est juste un enfant acteur. Donc, heureusement, il est extrêmement bien entouré par sa famille et je pense, enfin, par nous, on a vécu cette aventure pleinement avec lui et ça se poursuit, ça crée des liens voilà, qui risquent pas de s'user de sitôt. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque? Alors, on va donner le micro là, puis après on vous donnera le micro, madame. Alors là, si vous pouvez passer par derrière, là. Merci. Bah, finalement, il va d'enfant. C'est pas grave, ça sera pour tout à l'heure. Moi, bien sûr, le film est magnifique. J'avais une question toute simple. D'où vous est venu le titre de ce film? Ben, j'ai essayé de voir en fait comment, comme c'est un film portrait, souvent avec les films portraits, soit on nomme le film avec le prénom du personnage, ou soit on trouve une manière de le caractériser. Ou, par exemple, le premier film qui faisait je pense que c'est votre micro. Ouais, bien sûr, on va venir le chercher. Sur mon premier film, c'était le portrait donc de cette femme, on l'a appelé Party Girl. Le titre est venu d'une chanson qu'on a posée au montage à la fin du film, et à un moment donné, c'était évident qu'il fallait que le film ait le titre de la chanson, voilà, parce que ça faisait résonner tout le film. Et là, je me posais la question de comment j'allais le caractériser, et je trouvais que Petite Nature, ce qui était intéressant, c'est que, bien sûr, il y a quelque chose d'un peu péjoratif dans Petite Nature, parce que ça veut dire quelqu'un de faible, quelqu'un d'un peu sensible, un peu trop fragile. Et en même temps, il y a quelque chose d'affectueux, c'est pas non plus une insulte. Et je trouvais que du coup, le titre opérait aussi de manière ironique, parce qu'il est tout sauf une petite nature. Ou en tout cas, ce qui en fait une petite nature va devenir en fait aussi, vont devenir les leviers aussi de son émancipation. Voilà. Et je trouvais que dans Petite Nature, on pouvait entendre aussi l'enfance. C'est-à-dire que quelqu'un de petit encore, une petite nature, un petit bruit. Je trouvais qu'on entendait aussi la question du territoire, parce que voilà, elle est importante aussi, puisqu'on parle de ça. Le film parle aussi de comment, pour s'arracher à son milieu, on est parfois obligé de partir. Et partir, là, dans le film, c'est faire 45 km. On est déjà dans un autre monde, mais en même temps, derrière, il va y avoir encore un long chemin, et qui va certainement l'amener ailleurs. Et que donc ce territoire, aussi, cette nature autour de lui, trop petite. Voilà. Je trouvais que, du coup, ça ouvrait comme ça plus d'essence. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec les acteurs non professionnels. Est-ce que c'était de la même manière qu'avec les acteurs professionnels? Est-ce qu'il y avait plus d'impro? Voilà. Alors, la différence déjà avec les acteurs pros, c'est qu'ils ont demandé à lire le scénario avant de s'engager, ce qui est tout à fait normal, entendable. Donc en fait, ils ont lu le scénario. Mais moi, j'aime pas trop donner le scénario. En réalité, j'aime pas parce que j'aime pas que les acteurs arrivent avec des projections, des intentions. Parce que quand elles sont pas les bonnes, quand elles ne correspondent pas aux miennes, il y a tout un travail où je dois défaire et essayer de montrer qu'en fait ça se passe ailleurs. Voilà. Je dis pas ça pour toi du tout. Pas du tout. Mais bon, c'était normal qu'ils le lisent et voilà. Et avec les acteurs non pros, je leur ai pas donné le scénario. Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai parlé du film. Pendant le casting, en fait, je leur parlais du film, et quand je commençais à vraiment sentir de l'intérêt et qu'en fait il fallait se positionner par rapport à une personne, je prenais un temps et on parlait de ce que racontait le film, pour que ce soit ok aussi toujours, et je parlais aussi pour chacun aussi des nœuds du personnage, des endroits qui vont être un peu difficiles aussi, pour qu'ils puissent pareil se positionner et me dire s'ils sont d'accord avec ça ou pas.
Par exemple, on a parlé d'Alyosha et de son rôle à lui, c'est un peu évident, mais par exemple pour la mère, il y avait quelques séquences comme ça qui sont pas faciles non plus, où il fallait qu'elle assume aussi une forme d'impudeur, de liberté aussi avec le fait que je puisse avoir envie de filmer son corps, ou la mettre dans des situations qui sont pas simples, parce que, encore une fois, ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des personnes qui sont rodées à cet exercice. Donc voilà, donc il y a tout un travail aussi de confiance, de rapport, de lien à créer en fait. Et donc une fois que j'ai choisi mes acteurs qui créent la famille, ces gens ne se connaissaient pas. Donc j'ai pris 3 semaines avant le tournage où en fait on a travaillé toutes les après-midi à faire des exercices pour créer du lien, pour créer de l'intimité, pour leur apprendre à se toucher comme dans une vraie famille, pour leur apprendre à se parler aussi comme dans une vraie famille, parce que c'est pas simple de dire à quelqu'un je t'aime. Mais c'est pas simple non plus de s'autoriser, surtout quand on n'est pas acteur, à s'insulter, à aller loin aussi dans la violence, de pouvoir dire des choses comme ça. Voilà, je me souviens d'Alyosha la première fois pendant ces séances de travail où je lui dis non mais vas-y, là tu peux l'insulter ta mère en fait. Comment tu fais dans la vie en fait quand t'en veux à tes parents quoi. Et il était là, il m'a regardé, j'ai vu l'œil s'allumer et il y est allé tout de suite. Et recevoir ça aussi, c'est difficile, ouais. Donc j'ai travaillé, alors je ne travaillais pas tout seul, je travaillais avec des coachs aussi, j'avais 2 coachs aussi qui préparaient aussi tout le monde, et justement qui arrivaient avec des idées d'exercices aussi, tout ça, qui sont des exercices aussi qui permettent pour pas déflorer le film non plus et les séquences du film, qui permettent de travailler les thématiques. Voilà, la question de l'alcool par exemple, de la boisson, la question de l'empêchement au travail à la maison, la difficulté de faire ses devoirs par exemple. La difficulté de s'occuper de sa petite sœur, enfin toutes ces choses. Et après, ce que je fais, c'est que à la fin de cette session, je leur raconte le film avec le plus de détails possible. Mais je leur raconte avec mon point de vue déjà. Et ils repartent avec des images, et après ils oublient généralement beaucoup de choses. Et quand ils arrivent au plateau, ils savent pas quelles sont les séquences qu'on va tourner. Et des fois, je leur dis, voilà, donc on tourne cette séquence, ils disent, ah oui, cette séquence, c'est vrai, il se passe ça dans le film et tout ça. Et ce qu'on fait, c'est que pendant le HMC, pendant qu'ils se font préparer, on leur lit la séquence telle qu'elle est écrite dans le scénario plusieurs fois, pour qu'ils l'aient un peu dans l'oreille, pour qu'ils comprennent. On leur parle des enjeux, du conflit qu'il y a dans la scène, de ce que chaque personnage cherche à obtenir de l'autre aussi. Et une fois qu'ils arrivent au plateau, on commence à chercher ensemble, et je filme tout de suite. Donc il n'y a pas de répétition, je filme tout, et généralement je parle pendant les prises aussi. Donc ça aussi c'est une méthode à laquelle il faut s'habituer, c'est-à-dire que moi j'interviens généralement dans des moments, des pauses, des silences, j'essaie de donner des informations, ils savent qu'ils ne doivent pas s'arrêter, ils ne doivent pas se retourner pour me regarder, ils doivent rester dans le jeu, ils doivent mettre un petit temps à la fin avant de se remettre à jouer à la fin de mon intervention, pour que moi je puisse nettoyer au son. Et puis après, ils continuent de jouer avec les informations que je leur donne. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que je pense qu'en fait, ils n'ont pas de formation, donc ils n'ont pas appris à réciter des textes, ou à apprendre des textes et à les restituer comme si c'était leurs paroles à eux. Et puis parce que j'aime bien aussi, quand je vois quelque chose qui est un peu trop sur les rails, créer de l'accident. Ce qui veut dire que je les déstabilise. Quand à un moment donné, ils pensent que c'est ça qu'ils doivent jouer, je leur dis non, on change, tu fais l'inverse. Je décide d'aller ailleurs. Allez, tu vas t'asseoir à la table et puis finalement, tu refuses la proposition. Et je cherche comme ça avec eux à créer toujours des endroits un peu d'inconfort de jeu, parce que j'ai l'impression que dans la vie, on n'est pas dans des situations de confort absolu et que le travail qu'on fait généralement avec les acteurs, et tu me diras, je passe la parole, mais qu'on fait avec les acteurs généralement de manière plus classique, c'est qu'on sécurise beaucoup. On sécurise le tournage, on sécurise le cadre, on sécurise le jeu. On cherche ensemble les endroits où on va s'arrêter, les endroits où on va prendre un virage. Et donc, moi je fais l'inverse en fait, je fais l'inverse. Et en même temps, de prise en prise, il y a quelque chose qui se rapproche de la scène, on touche quelque chose de la scène, et puis au final, les scènes sont assez proches de ce qu'elles sont au scénario. C'est-à-dire que je sais ce que je cherche aussi avec les séquences. Et parfois, j'ai mis du temps à trouver certaines répliques, donc j'insiste aussi pour que ces répliques-là soient dites. Mais c'est facile en fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer, puis je leur dis non, il faut dire cette phrase. Et donc ils s'arrêtent un peu, et puis ils recommencent. Et puis, dans la bonne énergie du coup. C'est ça, dans la bonne énergie. Et puis surtout, quand je les crois pas, je leur dis aussi. Je leur dis non, je ne crois pas quand tu dis ça, refais. Antoine, vous tournez beaucoup. Est-ce que
il est à côté de vous, mais vous pouvez dire votre ressenti du tournage. Est-ce que ça diverge vraiment? Est-ce que le tournage avec Samuel est très différent d'autres réalisateurs? Et est-ce que cette méthode, est-ce qu'elle vous déstabilise pas, ou est-ce qu'elle elle vous semble enrichissante? En tout cas, très enrichissante. Après, moi j'avais une grande confiance en Samuel. En fait, Samuel, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à moi, en tout cas, il savait tout de suite ce qu'il n'aimait pas chez moi et ce qu'il voulait chez moi. Du coup, il y a notamment tout un travail sur... moi, je suis quelqu'un de... Par exemple, mes élèves, je veux être leur prof préféré tout de suite. Donc, je veux qu'ils m'adorent. Donc, je suis vachement dans la séduction. Et ça, Samuel, c'est quelque chose qui lui déplaît. Donc, on a beaucoup travaillé à effacer cet aller-vers. Parce qu'en fait, ce personnage aussi, il devait être vraiment très ancré, très dans... En fait, il attire le jeune parce qu'il est profondément à sa place. Là où il est, il ne cherche rien chez les autres. Il y a quelque chose où il est... hyper ancré dans sa vie, dans son réel. Donc après sur la méthode, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, on parlait de méthode, mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de systématisme. On sent qu'en fait Samuel sait ce qu'il cherche. Donc il y a des séquences où il va y avoir beaucoup d'impro, où il nous laisse partir pendant un quart d'heure avec la classe et on a cours, et puis ça dure 45 minutes, puis bon, un exercice qui ne s'arrête pas, et il faut tenir les élèves. Et parfois, non, c'est vraiment phrase à phrase ce qui a été écrit, ou même si eux n'avaient pas le scénario, en fait, on en revient exactement à ce qui a été... donc il n'y a pas de systématisme du tout, c'est vraiment... on sent qu'en fait, il sait ce qu'il veut profondément dans la séquence, les enjeux, et qu'ensuite... et il n'y a pas de... je sais que ce que je trouve difficile parfois, même chez des grands directeurs d'acteurs, par exemple Desplechin, déjà il récite son texte, donc il le joue, donc après il faut le jouer de la même façon que lui, ce qui n'est pas forcément évident. Et il y a une idée d'auteur, donc de respect à la lettre du mot, de chaque mot, etc. Chez Samuel, il n'y a pas une idée d'autorité de l'auteur, il n'y a pas de j'ai écrit ce mot et cette virgule, c'est pour cette raison que... Enfin non, je veux dire, on s'approprie les choses, l'important c'est que ce soit approprié. Et après, si on arrive à avoir la phrase qui est la mieux dite, c'est super bien. Peut-être je peux dire un truc juste par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a des qu'il est écrit. Par exemple, ce sont des moments vraiment de dramaturgie. Par exemple, la séquence dans le bureau avec la directrice, ce qui se dit là, les points de vue de chacun. On n'est pas en roue libre, quoi. Il y a des endroits où... C'est en roue libre. Non, mais la directrice c'est différent, mais on s'adapte à chaque acteur, parce que c'est la vraie directrice de l'école, et donc elle, je lui ai dit, voilà, vous êtes dans cette situation-là, comment vous la gérez, et donc elle proposait des choses d'elle-même, et des fois je l'orientais aussi en lui disant, mais est-ce que vous pourriez peut-être proposer telle option, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la séquence, elle est écrite aussi, où on doit entendre chaque point de vue, et on ne doit pas décider, nous, en tant que spectateurs, qui a raison ou qui a tort. On doit pouvoir comprendre les points de vue de chacun. Par exemple, la scène où Johnny demande en fait à sa mère de lui écrire une dispense. Voilà. Tout ça, c'est très écrit. Il lui dit, écris-moi une dispense. Elle lui dit, mais pourquoi? Et il dit, mais parce que le prof, il trouve qu'en fait, c'est bizarre. C'est cours de religion. Et elle dit, mais pourquoi c'est bizarre? Tout ça, on le répète. Mais il y a des moments, des petites poches comme ça qui s'ouvrent, où en tout cas les acteurs peuvent donner leur propre définition, parler avec leurs mots. Quand par exemple Johnny lui dit, mais c'est quoi Dieu pour toi? La définition que donne Mélissa, donc Sonia qui joue la mère dans le film, c'est vraiment sa définition de ce que c'est Dieu. Et donc c'est vraiment, elle le dit avec ses mots, et d'ailleurs je trouve ça très beau, la manière qu'elle a de le dire, et donc évidemment je le garde. La séquence du faux coca, c'est une séquence aussi qui est très écrite, où je lui dis, elle veut te servir du coca, tu mets ta main, tu refuses, tu lui demandes pourquoi elle n'achète pas du vrai coca, elle te dit que en fait c'est pareil, et tu dis non, c'est un goût de merde, etc. Donc tout ça c'est prévu, mais il y a des moments comme ça, des saillies, à des moments où ça lui vient, où Alyosha a été traversé par des propres pensées à lui, où en fait il évacue aussi des choses à lui, de son imaginaire, de lui dans cette situation imaginaire, et que j'ai gardé, par exemple, quand il dit « Vous attendez quoi? Vous attendez que la fin du monde arrive, elle n'arrivera pas à la fin du monde. » Ça, c'est lui. Et voilà, il y a comme ça parfois des signatures, des écritures aussi de plateau qui sont propres aux acteurs et qui sont belles, quoi. Donc moi, je suis tout à fait pour les accueillir, au contraire. J'ai l'impression que ça enrichit.
comme tu dis, c'est pas des mots d'auteur que j'écris, donc je tiens pas à mes dialogues. On va vous donner le micro. Ouais. La dame, merci. Bonjour. Je reviens sur le jeune acteur. Parlez près du micro. J'ai beaucoup pensé à Mort à Venise, à Tadzio, un Tadzio qui désire. Et en quoi c'était important cette figure justement un peu féminine? Est-ce que c'était important pour le rôle? C'est complètement un hasard que tout à coup je tombe sur un acteur qui ressemble étrangement à Tadzio, c'est vrai en fait, à l'acteur qui joue Tadzio dans Mort à Venise. Bon, c'est presque un cadeau, j'ai envie de dire. Parce que précisément on inverse tout. C'est-à-dire que Tadzio est l'objet de désir, mais surtout il est objectivé. Et là, ce qui était intéressant, c'était qu'au contraire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où l'enfant est désirant, l'enfant va à la rencontre de lui-même aussi. Il y a quelque chose où il n'est jamais une espèce de fantasme ou d'écran de projection pour les autres. Pourquoi est-ce que j'avais besoin? J'avais mis dans l'annonce que pour le rôle de Johnny, j'avais mis que je cherchais un garçon délicat qui pratique de la danse, parce que pour moi c'était important un garçon qui pratique la danse, parce que j'avais besoin justement d'un garçon qui a une conscience de son corps, parce qu'il allait devoir jouer des choses avec son corps, et je voulais surtout pas un enfant qui soit empêché ou trop pudique. Voilà, je savais que j'avais cette séquence en plus où il enlève son t-shirt, donc je voulais quelqu'un qui soit à l'aise avec ça. Et je trouvais aussi qu'un garçon qui fait de la danse à 10 ans, ça raconte quelque chose aussi. Assumer de faire ça. Et puis j'avais mis, possiblement, il pourrait avoir les cheveux longs. Et en fait, Alyosha fait de la danse, Caroline l'a dit, depuis des années. Il a commencé à 5 ans. Et il n'y a pas beaucoup de garçons qui font de la danse. Et donc, quand l'annonce est arrivée à son conservatoire, ils ont dit, apparemment, pour un tournage, ils cherchent un garçon de 10 ans qui fait de la danse, qui aurait les cheveux longs. Il a dit, Eureka, c'est moi. J'y vais. Et effectivement, c'était lui. Mais pourquoi je voulais des cheveux longs? Pourquoi je voulais quelqu'un de délicat? Bon, délicat parce qu'en fait, je voulais quelqu'un justement qui soit un peu... qui soit pas à sa place, justement. Qui soit pas dans le bon environnement. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai ressenti. C'est-à-dire que je me suis toujours senti étranger à ma propre famille, étranger à mon milieu. Je comprenais pas, je le ressentais comme une injustice profonde en fait, d'être né là-bas, avec... C'était horrible, mais c'était ce que je ressentais. Et j'avais l'impression que j'avais une conscience des codes sociaux et que moi j'étais toujours attiré par le luxe, par ce qui coûtait cher, par ce qui donnait l'idée d'un privilège, d'un pouvoir, quoi. Et ça m'attirait énormément. Et pourtant, ma famille, le reste, mon frère, mes sœurs, pas du tout, par exemple. Ils n'étaient pas là-dedans. Et c'est là aussi où justement la question du transfuge de classe, c'est-à-dire que la personne en fait qui doit trouver sa place, qui la trouvera peut-être jamais d'ailleurs, mais quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est pas une question, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. C'est-à-dire que dans les classes populaires ou dans le milieu ouvrier, il y a des gens qui sont très bien en fait, qui se posent pas la question en fait de se dire il faudrait que je me déplace, il faudrait que je sois ailleurs, il faudrait que je sais pas quoi. Et de la même manière, il y a dans les classes bourgeoises des gens qui sont pas très à l'aise dans leur place, qui ont envie de se déclasser aussi. Donc cette question, elle n'est pas, elle est pas morale, elle est pas la question de l'ascension sociale, puisqu'on parle toujours d'ascenseur social, il n'y a pas quelque chose qui serait mieux qu'autre chose. Par contre, il faut essayer d'être qui on est. Il faut avoir ce courage-là, je le répète, mais c'est vraiment ça. Il faut avoir le courage d'aller vers ce qu'on est. Pour le prochain film. Samuel, vous êtes... Maintenant que vous êtes ce que vous devez être. Samuel, vous êtes à la fois acteur et réalisateur. C'est compliqué de gérer les deux, ou est-ce que, bien sûr, pour le travail, il faut faire des choix, parce qu'il y a aussi une question de temps, de disponibilité, mais... J'ai l'impression que d'avoir commencé en tant qu'acteur, ça m'a aussi aidé beaucoup à ne pas avoir peur des acteurs quand je fais des films. Et justement, j'ai l'impression que aussi la question de l'incarnation, c'est une question que je mets aussi au centre de mon travail. J'écris aussi des films qui sont des films de personnages, plus que des films, des propositions conceptuelles ou formelles, c'est-à-dire que je crois beaucoup à ça, j'ai besoin de ça.
Et après, à partir du moment où j'ai commencé à faire des films, je crois que je suis devenu un meilleur acteur. Parce que si, c'est important, je pense en fait que les acteurs ne soupçonnent pas en fait tout le travail derrière aussi, les possibilités, ce dont on a besoin aussi comme matière après au montage, tout ce qu'on peut rattraper aussi au montage son, et aussi du coup la liberté qu'on doit avoir en tant qu'acteur. Et c'est très dur d'être libre. C'est très dur d'être libre tout court, mais c'est dur d'être un acteur libre. Et en tout cas, faire des films, ça m'a rendu plus libre, je crois. Voilà. Et après, là, j'enchaîne un peu les projets, parce que je travaille avec une super productrice qui m'aide à croire en moi, qui aime mes projets, qui me pousse pour que je travaille. Et donc, du coup, j'ai un peu moins d'espace aussi pour faire l'acteur, mais je le fais quand même un peu. Là, en ce moment, avec Antoine, on tourne dans le même film, d'ailleurs. Tous les deux. Et Antoine, vous seriez tenté par la réalisation? Peut-être que vous l'avez fait, peut-être... Non. Si, c'est ton prochain film. Non, parce que son prochain film se passe à Forbach, il faut le savoir. Fort bien. Si, et donc dans le film qu'on fait ensemble, je le défends. Enfin, je suis son avocat, même s'il ne sert plus de ce monde. Non, la réalisation, en fait, moi je l'ai fait après. Les affres de l'écriture, c'est quand même ce qu'il y a de plus... Enfin, j'avais commencé, j'ai fait un court-métrage, j'avais un projet en écriture, mais c'est très, ouais. Mais moi, j'ai eu un accident un peu lourd, du coup, après, quand j'ai repris tout ce qui était acteur, c'était ok, mais l'écriture, je trouvais ça trop dur. Donc, je vais m'y remettre, un de ces quatre. Alors, merci d'être tous les trois cet après-midi, merci à vous d'être venus. On va essayer d'arrêter parce qu'il y a une autre séance qui va commencer. Merci.